Voilà, merci et bonjour à toutes et tous les courageux qui sont toujours au poste après ces 3 jours de congrès super intéressants, je trouve, avec plein d'interventions dans plusieurs domaines vraiment intéressants. Donc, je suis psychologue, thérapeute familial et je suis aussi formateur en thérapie familiale et aussi multidimensionnelle. Et donc, je travaille à mi-temps comme coordinateur dans une petite unité qui dépend d'un hôpital à Bruxelles, hôpital qui dépend à la fois de l'aide sociale et de l'université de Bruxelles, dans le service de psychiatrie. Et donc, c'est une petite unité de consultation où on a développé donc ce modèle de thérapie familiale multidimensionnelle dont je vais essayer de vous décrire un peu les grandes lignes. Voilà. Donc, en fait, l'histoire a commencé un peu en 2004-2005, mais surtout en 2006, où en fait on a été choisi pour participer à une étude qui s'appelait INCANT, c'est les initiales de Initiative Need for Cannabis Treatment ou quelque chose comme ça pour les adolescents. Vu le fait qu'effectivement de plus en plus d'adolescents consommaient beaucoup de cannabis et qu'on se posait de plus en plus de questions sur quels étaient les effets finalement d'une grosse consommation de cannabis à l'adolescence. Et donc on a été formé pendant 3 ans à la thérapie familiale multidimensionnelle et parallèlement, donc on rencontrait des adolescents et des familles pendant que des collègues faisaient de la thérapie comme d'habitude, c'est-à-dire chacun un peu dans chaque pays faisait les choses un peu différemment, mais l'idée c'était plutôt une approche individuelle. Alors, qu'est-ce que c'est la thérapie d'où est-ce que ça vient? Donc, je vous montre la photo en fait de l'équipe américaine. Donc, c'est un centre qui a été développé depuis les années 80 par le professeur Liddell et son équipe, qui est un élève de Minuchin et de Jay Ely, et qui a développé un modèle intégratif, donc qui regroupe finalement plusieurs types d'approches, mais qui était quand même un modèle systémique et qui s'adresse spécifiquement aux adolescents qui ont des problèmes de comportement ou qui ont des problèmes d'assuétude. Et ce modèle était testé, évalué pour le cannabis, mais il l'est maintenant aussi pour les problèmes de comportement. Et j'ai un collègue, Olivier Fan, d'ailleurs, dont le précédent orateur a parlé, qui va développer le modèle adapté pour les jeux vidéo et pour les problèmes Internet. Donc, ce qui est intéressant, en fait, dans ces études, c'est que, pour une fois, en fait, on peut remarquer qu'une approche familiale est validée comme meilleure qu'une approche cognitivo-comportementale. Et je pense que l'avantage de MDFT par rapport à des approches systémiques qui peuvent être développées par différents thérapeutes, c'est que, comme elle est modélisée, elle peut plus facilement être évaluée. Mais ça ne veut évidemment pas dire que d'autres approches familiales systémiques ne donneraient pas, évidemment, elles aussi, des bons résultats. Hein. Dans les études, il faut aussi voir la motivation des thérapeutes. Enfin, il y a toute une série de facteurs quand même qui échappent. Et donc, on ne peut pas dire que c'est complètement toujours scientifique. Hein. Alors, sur quoi se base en fait ce modèle? D'abord sur le développement de l'adolescent. C'est une approche qui est aussi développementale, et donc sur la connaissance aussi des cascades développementales et de comment, à certains moments donnés, des difficultés peuvent s'enquister, devenir chroniques, dans lequel finalement l'adolescent et sa famille deviennent prisonniers. Ça se base aussi sur les pratiques parentales et le fonctionnement de la famille. Donc on a quand même aujourd'hui une bonne idée des pratiques parentales qui sont plutôt fonctionnelles et des familles qui favorisent un développement plus harmonieux de l'adolescent. Ça se base aussi sur les facteurs de risque et de protection qui sont en jeu dans l'adolescence. On en a parlé au niveau des fragilités individuelles, mais il y a aussi les compétences individuelles, il y a aussi tout le contexte familial, et puis au-delà de la famille, évidemment, il y a tout le contexte dans lequel les familles vivent, et donc effectivement être une mère
au chômage avec 3 enfants, dont un adolescent en rupture de lien avec un mari qui ne paye pas une pension alimentaire, bonne chance. Donc voilà, il y a tout ce côté autour de la famille. Et alors, il y a la perspective écologique de Bronfenbrenner. Je dois vous avouer que je n'ai pas vraiment lu Bronfenbrenner, mais je sais de quoi il s'agit. C'est un modèle écologique du développement humain où il parle de différents systèmes, l'ontosystème pouvant être l'adolescent lui-même, le microsystème, l'adolescent dans sa famille, le mésosystème, les interactions entre l'école, par exemple, l'environnement extrafamilial et la famille, etc. Et aussi, une autre racine, c'est la thérapie stratégique. Donc, l'idée de penser un peu à un processus et d'avoir des stratégies et de les articuler en fait dans le temps. Et aussi des influences de Salvador Minuchin, dont je vais vous parler un petit peu, et puis d'autres influences par rapport au drug counseling, thérapie de résolution de problèmes et autres qui peuvent s'ajouter. Il n'aime pas parler de l'entretien motivationnel, mais finalement, parfois, effectivement, c'est aussi des choses, même si ça porte d'autres noms, qu'on fait avec l'adolescent. Alors, à qui ça s'adresse? Je l'ai déjà parlé, donc aux ados et leurs familles. Alors, toutes les familles, évidemment, ne sont pas comme ça, mais on a quand même beaucoup de familles qui viennent où la situation est assez tendue. Il y a quand même beaucoup de critiques, parfois de la violence, en tout cas verbale, ou alors des familles où, en fait, on ne se parle plus, ou on ne se parle pas, où la communication est quand même très fort coupée. Toutes les familles ne sont pas comme ça, mais on a quand même beaucoup comme ça. Et des adolescents qui ont des difficultés de décrochage scolaire, donc de conflits familiaux, de déprime, parfois d'anxiété. Donc bref, des adolescents qui ne vont pas bien, avec des parents qui ne vont souvent pas très bien. Et ça me fait penser toujours à Chloé Madanès, qui était la femme de Jay Haley, qui a écrit des très chouettes livres d'ailleurs sur la thérapie stratégique, qui disait: quand vous avez un enfant, un adolescent qui présente un symptôme, on peut souvent voir ce symptôme comme la métaphore de quelque chose à la génération au-dessus, ou la métaphore d'un problème d'un des parents, ou des relations dans la famille. Et donc le problème avec ce type de situation, en tout cas comme nous on les reçoit, c'est qu'on a beaucoup de parents qui viennent, effectivement, on en a parlé dans les entretiens précédents, avec voilà, nous on n'en peut plus, on a tout essayé, donc prenez-le, faites en sorte qu'il ne fume plus. Vous ne pouvez pas l'hospitaliser parce qu'évidemment on travaille à l'hôpital, non on ne peut pas, on n'hospitalise pas. Et donc voilà, nous on ne sait pas très bien quoi faire. Donc l'idée c'est quand même de pouvoir, et l'adolescent qui regarde ses pieds et qui était un peu traîné par les parents, soit qu'il est gentil et qui dit oui, je viens pour faire plaisir à mes parents, soit qu'il ne vient pas, soit qu'il vient en tirant la tête. Hein, on voit ça tout de suite quand il rentre, son air renfrogné. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça multidimensionnel? C'est un peu l'idée qu'il va y avoir 4 domaines auxquels on va s'intéresser. L'adolescent lui-même, voilà, ses forces, ses fragilités, la manière dont il conçoit la situation, ce qu'il pense, ce qu'il vit. Les parents, donc leur stress à eux, la manière dont ils perçoivent la situation, leur fonctionnement à eux en tant que parents. La famille, évidemment. Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'on voit qu'il y a de l'amour dans la famille, du lien? Comment sont les relations? Est-ce qu'ils passent du temps ensemble ou plus du tout? Comment est-ce que les limites sont mises? Comment est-ce qu'ils négocient les conflits? Ce genre de choses. Et tout le côté extrafamilial, c'est-à-dire les amis, l'école. Est-ce qu'il y a des hobbies autres que passer son temps à fumer des joints avec ses amis, qui peut être vu comme un hobby? Voilà. Et donc, on voit que les problématiques sont multidimensionnelles. Donc, par exemple, on peut imaginer qu'un enfant qui a eu des difficultés d'apprentissage à l'école qui n'ont pas vraiment été repérées et qui est en difficulté à l'école peut commencer à développer une identité pas très positive au niveau de l'école. Si vous avez des parents, par exemple, je pense à des parents, par exemple, qui étaient tous les deux profs issus de familles ouvrières,
pour lequel voilà, réussir les études est quelque chose de très important. Forcément, ça met des tensions dans la famille, on finit par ne plus que parler d'école. Donc, qu'est-ce que font les adolescents? Ben, ils s'échappent et ils peuvent éventuellement s'échapper en commençant à fumer plus de cannabis, éventuellement en vendre un peu, avoir un statut un peu différent et avoir une reconnaissance un peu autre, ce qui amplifie évidemment les conflits familiaux et qui éloigne finalement l'adolescent de sa famille et de l'influence des parents. Voilà un exemple. Donc, la conceptualisation doit être multidimensionnelle et les interventions peuvent être multisystémiques. Et donc, on va intervenir sur différentes sphères du développement. Alors, quelle est la théorie du changement sous-jacente? C'est que d'abord, les adolescents ont besoin de développer avec leurs parents, donc de continuer à développer avec leurs parents, hein, comme ils l'ont développé quand ils étaient enfants en principe. Enfin, alors, il y a deux types de situations. Il y a des situations déjà enfants, c'était des relations très compliquées, et puis il y a des situations où ça s'est compliqué au niveau du passage à l'adolescence. Mais donc les adolescents ont besoin de développer avec leurs parents une relation positive qui leur offre un support, une acceptation, et la réduction des symptômes et un développement plus harmonieux survient en ciblant la famille et en facilitant les processus curatifs dans les différents domaines de la vie de l'adolescent, mais en faisant participer les parents. Donc, on a parlé aussi de honte quand voilà, certains parents viennent avec un problème de drogue de leur enfant, etc. Donc, l'idée vraiment en MDFT, c'est qu'on va prendre les parents avec comme ressources. Donc, d'une certaine manière, comme les parents viennent en disant ben, c'est lui le problème, il fume et s'il fume plus, tout ira mieux, beaucoup de parents disent ça, on va d'une certaine manière accepter un peu une certaine désignation, en tout cas dans un premier temps, et utiliser les parents comme ressources. Donc dans l'aspect développemental, c'est important, on va demander aux parents, mais au fond, quelles sont les difficultés de votre adolescent? Par exemple, il manque de confiance en lui. Et donc, ça va être une piste pour travailler avec les parents qui sera, par exemple, mais comment vous faites, en fait, pour lui donner confiance en lui? Comment vous vous y prenez? Bon, voilà, ça va être de redonner un rôle, en fait, aux parents. Et donc, l'idée, c'est que les problèmes de comportement peuvent disparaître, s'atténuer, en tout cas, quand des alternatives concrètes et qui ont du sens peuvent être imaginées, créées, expérimentées et puis adoptées. C'est un peu l'idée du changement, c'est qu'on peut entrevoir d'abord des alternatives. Hein. Souvent, les ados disent « mais mes parents ne changeront pas », ou les parents disent « je ne sais pas ce qu'il a, mais on a l'impression qu'on l'a perdu, on est désespéré ». Je me souviens d'un père qui m'avait téléphoné. On utilise beaucoup le téléphone pour me faire comprendre que finalement, sa femme et lui pensaient que finalement, à certains moments, il se disait qu'il avait un copain qui était mort d'overdose, qui pensait que finalement, ça aurait été mieux que ce soit leur fils. Donc, des choses parfois très lourdes que portent les parents et qui nous transmettent d'ailleurs dans leur désespoir. Donc, l'idée de commencer à penser à des alternatives concrètes, de redonner de l'espoir, de pouvoir les expérimenter et puis de les adopter est quelque chose un peu qui est dans le modèle. Donc, on a voilà, donc 4 domaines d'intervention avec, vous voyez, le thérapeute au milieu. Ça veut dire que on va avoir le même thérapeute va avoir des entretiens avec l'adolescent, avec la famille, avec les parents et va pouvoir se déplacer éventuellement à l'école ou chez le juge quand c'est possible. Enfin, maintenant, ça devient un peu difficile parce qu'on a beaucoup de situations et donc Bruxelles, il y a beaucoup de... Toulouse aussi, je pense, mais il y a beaucoup d'embouteillages et donc voilà, ça prend du temps. Mais donc l'idée, c'est qu'on puisse éventuellement bouger, qu'on puisse faire un entretien avec un adolescent en se promenant dans le parc et pas nécessairement dans le bureau. Donc voilà, s'il y a un côté où on a une certaine liberté, effectivement, d'intervenir en dehors de notre bureau. Et alors, une différence quand même par rapport à d'autres modèles de thérapie familiale, c'est qu'on va garder des espaces d'intimité. Ça, je trouve que c'est intéressant. Enfin, je l'ai expérimenté, je trouve ça intéressant avec les adolescents et dans ce genre de situation. C'est-à-dire que
ce que l'adolescent nous transmet, on ne va pas le retransmettre aux parents. Ce que les parents nous transmettent, on ne va pas le retransmettre à l'adolescent. Mais par contre, on va préparer les entretiens familiaux de telle manière à ce qu'ils soient le plus productifs possible, avec toujours un peu un objectif derrière la tête. On va essayer de préparer ces séances familiales. Alors tout dépend des familles. Il y a des familles où on peut se parler, où il y a des échanges, où on peut s'entendre et s'écouter. Donc on va très rapidement faire des entretiens familiaux. Il y a d'autres familles où il y a beaucoup de critiques, beaucoup de tensions, et donc c'est quand même compliqué comme thérapeute de pouvoir tenter de s'affilier et avec les parents et avec le jeune dans une situation où ils ne viennent pas pour une thérapie familiale, mais pour soigner le jeune. Donc le fait de séparer les entretiens peut être quelque chose de très intéressant. Par rapport à un autre conférencier d'ailleurs qui disait ça fait 40 ans qu'on dit qu'il faut travailler avec les familles dans les assuétudes. Moi, je me souviens qu'en attendant, un jour, je travaille aussi en privé. Je travaillais dans le cabinet de ma belle-mère, qui était chef de service en psychiatrie et qui avait plein de livres savants en anglais derrière. Et puis, de temps en temps, je lisais un article. J'ai trouvé un article qui datait de 1956, l'année de ma naissance, où une psychiatre expliquait l'intérêt de faire une thérapie conjointe parent-enfant. Là, c'était avec un enfant. Donc, ça ne date pas d'hier. On réinvente toujours des choses. Voilà. Donc, qu'est-ce que... Voilà, je continue. Donc, on va avoir 4 domaines qu'on va explorer. Et donc, pour ça, on a des outils. Donc, on a une conceptualisation de la situation qui sont en fait des choses qu'on va remplir au fur et à mesure des entretiens. C'est-à-dire quelle est l'idée des parents sur le fait que les problèmes sont arrivés, ou l'idée de l'adolescent. Quels sont les autres facteurs de stress pour les parents, comment est-ce qu'ils fonctionnent en tant que parents, quelles sont leurs pratiques parentales qui sont adéquates, celles qui le sont moins, comment est-ce que dans la famille on se transmet de l'affection et de l'amour, comment est-ce qu'on met les limites, comment est-ce qu'on négocie, comment l'adolescent se sent en fait, comment est-ce qu'il gère ses émotions, comment est-ce qu'il communique avec les autres adultes, voilà, où sont ses forces et ses difficultés, comment ça se passe à l'école, avec ses amis, quelle fonction il occupe dans son groupe de pairs, quelle fonction il occupe dans la famille, etc. Et donc on a une carte qu'on remplit au fur et à mesure qui va nous aider en fait à voir où est-ce que c'est nécessaire d'intervenir en fait. Sur quoi on va centrer nos interventions et aussi dans quel sens de l'urgence on va faire nos interventions. Je vais peut-être détailler un peu plus tard. Alors, il y a 4 domaines et 3 étapes thérapeutiques. Donc, la première que je trouve intéressante dans ce modèle, c'est vraiment la formalisation de comment construire une alliance thérapeutique. Parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si vous n'avez pas une alliance thérapeutique suffisamment construite, il n'y a pas de thérapie. Et donc, il faut cette alliance thérapeutique, l'activation des ressources et un objectif, ou en tout cas des objectifs plus ou moins clairs, ce qui sont les bases en fait, et que je pense que si ça se construit et ça arrive, les personnes commencent à faire leur thérapie et donc c'est beaucoup plus facile en fait. Et que donc la grosse difficulté, c'est effectivement de pouvoir accrocher ces familles. Donc le premier entretien, on demande toujours qu'il y ait au moins un parent et le jeune qui soient là. On ne demande pas que les frères et sœurs viennent, mais si on pense qu'ils peuvent être une ressource, on va les inviter en cours du processus. Parfois, certains parents disent « mais non, mais le petit frère, il est trop jeune, il ne sait pas que le grand consomme, on ne veut pas le mêler à ça. » Donc, on va tout faire pour ne pas éveiller trop de résistance dans la famille. Donc, on va rencontrer au premier entretien, après un entretien familial qui nous donne déjà quelques informations, on va voir l'adolescent et on va voir les parents seuls. Et on va mettre, par exemple, les parents à la porte en leur donnant une feuille en disant « mais tiens, au fond, ce serait quoi pour vous qui aura un sens 3 buts, 3 objectifs en venant ici pour votre fils, pour vous-même, pour votre famille, ce serait quoi ?» Puis il y a une deuxième question un peu plus vaste qui est comment pensez-vous que vous pourriez vous y prendre? Pendant ce temps-là, on parle avec l'adolescent, on voit un peu comment il s'est senti dans l'entretien, qu'est-ce qu'il a envie d'ajouter, et on cherche déjà avec lui
qu'est-ce qui, lui, pourrait être quelque chose qui lui apporterait quelque chose dans ce processus. Est-ce que ce serait avoir une meilleure ambiance dans la famille? Est-ce qu'il pense que c'est possible? Est-ce que c'est à voir avec l'école, avec le fait que ses parents ne le comprennent pas? Est-ce qu'il aimerait que ses parents le comprennent mieux? Est-ce qu'il aimerait avoir moins sa mère sur son dos? On a 20% des situations qui sont envoyées par le juge, donc est-ce qu'il aimerait être débarrassé du juge? Et donc, on s'engage un peu avec lui de manière raisonnable en lui disant on va t'aider à obtenir quelque chose que tu veux, mais il faudrait quand même que tu nous donnes un coup de main. Enfin, en gros, c'est ce genre de choses. Donc, on a un manuel, mais qui est par exemple des exemples types de séances qu'on peut avoir dans ce genre de situation, pas qu'on doit avoir, mais ça peut être comment faire en sorte qu'un adolescent s'ouvre un peu plus au thérapeute. Ça peut être aussi comment travailler avec l'adolescent pour qu'il puisse communiquer ce qu'il ressent et ce qu'il a à dire à ses parents de manière acceptable et de partager un peu plus son monde avec ses parents. Et par exemple, parallèlement, on peut motiver l'adolescent en lui disant mais peut-être que tes parents aussi réagissent pas comme tu le souhaiterais parce qu'ils te comprennent mal. Donc peut-être que s'ils te comprennent mieux, ils deviendront des meilleurs parents pour toi. Et aux parents, on peut dire un peu la même chose. Est-ce que vous comprenez bien votre adolescent? Non, pas du tout. Hein. Il y a 2-3 ans, on le comprenait, mais là maintenant, on ne sait pas ce qu'il pense, ce qu'il est devenu, etc. Évidemment, quand on fume beaucoup de cannabis et que les parents ne sont pas contents, que ça ne va pas à l'école, on évite un peu les contacts. Hein. Donc, parfois, les parents ont toujours une image du fonctionnement de l'adolescent comme il était 3 ans avant. Donc voilà, on propose aux parents de les aider à mieux comprendre leur adolescent et puis on travaille avec eux sur le fait que s'ils commencent à trop se justifier ou à les critiquer ou si leur adolescent leur dit des choses qui vont peut-être être difficiles à entendre, comment est-ce qu'ils peuvent réagir pour que la communication ne se ferme pas. Donc ça, c'est toutes les stratégies un peu d'ouverture et de préparation de certains entretiens familiaux au début. Alors, on gagne aussi à on gagne aussi à avoir des choses concrètes. Hein. Des adolescents disent mais à quoi ça va me servir ici de venir parler de mes problèmes? C'est pas ça qui va les arranger. Donc si on peut avoir un succès précoce, ça peut aider. Je me souviens d'un adolescent au premier entretien, il me dit mais vous savez, je dois quand même vous dire à l'école, il était en dernière année donc il pouvait réussir. On était près de Pâques. J'ai plus jamais écrit dans mes cahiers depuis après janvier parce que moi je suis un peu perfectionniste et quand un prof dit quelque chose, je veux vraiment bien formuler ma phrase. Bon, comme il fume pas mal aussi, le temps qu'il formule bien sa phrase, le prof est déjà 10 minutes plus loin, donc il n'a rien écrit, il n'a eu que des zéros. Et alors je lui dis, tes parents sont au courant? Il me dit non. Je dis, ils vont sans doute l'apprendre bientôt. Il me dit oui. Est-ce que tu veux peut-être qu'on leur dise? Bon, d'accord. Donc, on fait venir les parents qui sont derrière la porte, qui rentrent, et puis ils leur disent sa tête des parents, jusque-là. Et donc, avec cette idée, il faudra que je fasse un jury central. Enfin, je ne sais pas comment c'est en France, mais jury central, ça veut dire on ne doit plus aller à l'école, mais on étudie les examens, mais les 3 dernières années pour pouvoir avoir son diplôme, ce qui est un peu stupide quand il reste 3 mois. Donc, ce que je propose, c'est finalement d'aller à l'école pour voir si, effectivement, il peut encore réussir ou pas. Parce que s'il ne peut plus réussir, c'est vrai que ce n'est pas la peine de se fatiguer. Et donc, voilà, du coup, on téléphone au directeur. On va voir le directeur que je flatte honteusement en disant que son école est magnifique, repeinte. Il avait un beau Mac sur son... C'est pas un... Si, c'est un Mac. Non. Sur son bureau, voilà... un peu connaissance, etc. Et donc ça se passe bien, mais l'adolescent m'avait dit, mais il y a un truc qui est impossible, dans les écoles de la ville de Bruxelles, c'est très rétrograde, hein, il faut se mettre en ordre en copiant soi-même, en recopiant tout ce que je n'ai pas copié. Et donc moi, vous savez, avec mon problème, là, hein, pour bien faire les phrases et tout, ça n'ira jamais. Et donc je l'encourage effectivement à tenir bon. Et donc c'est une négociation très difficile, où finalement il obtient gain de cause. Le directeur finalement laisse tomber en disant qu'il est d'accord de faire des photocopies à condition qu'elles soient annotées.
Voilà. Donc ça, c'est par exemple arrivé quand même à un changement concret que l'adolescent a réussi à obtenir quand même. Ça gagne la confiance des parents d'avoir un thérapeute qui peut se déplacer, par exemple, à l'école, etc. Et donc, voilà des manières, effectivement, de pouvoir construire euh, une alliance thérapeutique. Alors ensuite, la deuxième phase, c'est la demande de changement. Alors évidemment, avec les familles, la thérapie, ça ne se passe pas comme dans les manuels. On peut parfois être en relativement bonne alliance avec les parents et être toujours un peu ramé avec l'adolescent, ou l'inverse, mais donc on fait ce qui est possible, évidemment. Et donc on va travailler certains thèmes. Souvent dans ces familles, c'est des thèmes, c'est la confiance, la négociation, l'histoire, les événements qui se sont mal passés. Parfois la colère de l'adolescent est une colère qui est liée au passé, à des événements qu'il a vécu difficilement dans le passé et qui explosent maintenant. Donc voilà, en fonction de chaque situation, on va travailler certains thèmes. On va travailler aussi évidemment la consommation. Je vais en parler un peu après. Et puis la troisième phase, c'est la phase de clôture. La phase de clôture, c'est 5 semaines avant la fin. On se donne 5-6 mois. On essaie de faire un travail relativement intensif si possible. Et l'idée aussi donc c'est de mettre en avant toutes les ressources de la famille, tout ce qu'elle a accompli ou tout ce que le jeune a accompli, de faire voir les changements et de faire parler un peu de leurs sentiments par rapport à la fin de la thérapie. Donc, je ne pourrais pas tout vous dire, mais chaque séance, en fait, 5 grosses minutes. Chaque séance est idéalement, on n'a pas toujours le temps de le faire, mais dans le processus de formation, chaque séance est préparée avec l'idée de qu'est-ce qu'on veut obtenir, en fait, qu'est-ce qu'on aimerait bien obtenir dans cet entretien. On aimerait par exemple que l'adolescent exprime un peu plus de son monde aux parents, que ses parents écoutent et fassent preuve éventuellement d'empathie, ou on aimerait que les parents mettent un peu leurs conflits sur la table et comprennent que travailler en équipe, plus en équipe, ça va être quelque chose de nécessaire pour aider leur adolescent à aller mieux, etc. etc. Alors, voilà, je vous montre un peu, c'est un peu la synergie des actions du thérapeute. Donc le lien et la matrice fondamentale, évidemment, sont les entretiens familiaux. Alors, un petit mot sur l'enactment. L'enactment, c'est une notion qui a été développée par Minuchin, qu'on pourrait traduire par mise en scène. C'est l'idée, effectivement, de, en séance, pouvoir faire en sorte que dans les situations où ils ont du mal à se parler, où il y a beaucoup de critiques et beaucoup d'émotions négatives qui circulent, de pouvoir se parler autrement, de pouvoir faire circuler des émotions plus positives, et donc de changer les interactions dans la thérapie de telle manière à ce que les familles vivent l'expérience en thérapie pour pouvoir la reproduire plus facilement chez elles. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis un peu le truc de chef d'orchestre, parce qu'on essaye de mettre en scène ça, et donc de les faire se parler ensemble aussi très souvent, et pas toujours d'être dans une position centrale. Alors, et le cannabis dans tout ça, on va essayer d'effectivement mettre la consommation de cannabis sur la table et pouvoir en parler de manière constructive, un peu comme les thérapeutes individuels peuvent faire avec les adolescents qui viennent en voyant un peu qu'est-ce que ça leur procure, dans quelles circonstances ils en prennent, qu'est-ce qui fait qu'ils ont commencé à en prendre autant, dans quel contexte, etc. Donc d'être dans une position d'anthropologue curieux pour les parents, ce qui n'est pas toujours facile à faire pour certains parents, mais donc on essaye de les préparer. Donc il y a une série d'entretiens. Et alors 2-3 mots sur la formation. Donc c'est un modèle evidence-based, donc la formation, pour le moment la licence, c'est les Hollandais qui l'ont, donc c'est très compliqué et ardu, et ça coûte cher, hein, c'est 10 000 € par thérapeute, et il faut au moins une équipe de 3. Et donc en Belgique, finalement, on a plutôt développé des initiations modèles sous forme de 4 journées d'initiation avec des bandes vidéo, un peu de théorie et de jeux de rôle. Et on fait un peu à la carte en fonction des équipes qui le souhaitent, en utilisant des outils MDFT, soit des supervisions par Skype ou des visites au niveau de l'équipe. Les supervisions, c'est des supervisions de planning, c'est-à-dire c'est des supervisions au niveau de penser la stratégie,
c'est des supervisions vidéo, c'est-à-dire le thérapeute se filme dans certaines séances et on développe les compétences et les aptitudes du thérapeute à faire face à des situations un peu, on ne sait pas très bien quoi faire, un peu compliquées. Et ce sont des supervisions live, c'est-à-dire l'équipe est derrière un écran en général. Maintenant, le Noir Santin, c'est compliqué. Et voilà. Et donc, il y a un superviseur qui peut intervenir par téléphone de manière assez brève et les séances sont un peu préparées à l'avance. Voilà, j'espère que je vous ai pu vous transmettre un peu les grandes lignes de ce modèle. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Serge m'avait dit que vous feriez un exposé très clair. Il était extrêmement clair. Formidable. Formidable. Étant donné la différence des deux thématiques dans cette plénière, je vous propose de prendre une ou deux questions. Et après, je passerai la parole à Alba Moscato. Est-ce qu'il y a une question tout de suite là qui arrive? S'il n'y en a pas, c'est pas grave, on reposera à la fin. Oui. Donc, c'est pas facile. Mais donc, il y a des supervisions régulières. Mais en fait, c'est relativement bien accueilli quand même parce que, si l'adolescent doit venir parce que ses parents le forcent ou le juge le force, en fait, ses parents travaillent aussi. Donc, c'est bien vécu aussi dans le sens où les adolescents n'ont pas toujours envie de parler devant leurs parents, surtout s'ils s'attendent à des remarques ou des critiques ou des rétroactions après. Et je ne sais pas si certains d'entre vous sont parents, mais quand on réfléchit un peu à comment on va s'y prendre avec celui-là ou avec celle-là et qu'on discute un peu, on n'a pas nécessairement toujours envie de discuter ou d'étaler un peu ces différents, ou certaines histoires devant son adolescent. Donc, c'est un côté facilitant pour créer l'alliance thérapeutique, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, parfois, les parents commencent à reprendre un peu plus d'influence, éventuellement, à mettre certaines limites, etc. Et donc, ça peut évidemment créer un peu plus de tension. Ça peut créer un peu plus de tension dans la relation. Mais donc, moi, j'ai trouvé ça plutôt, pour moi en tout cas, qui n'avais pas l'habitude de le faire avant, j'ai trouvé ça plutôt facilitant. En fait, surtout dans les situations où il y a beaucoup de tensions, beaucoup de critiques. Et on sait quand même que, j'ai cité des exposés par rapport à la schizophrénie et d'autres choses, mais on sait quand même qu'un des facteurs qui a été identifié, c'est le taux de critique et de disqualification dans les familles, qui est quand même un élément potentiellement dévastateur. Voilà, donc si on peut préparer des entretiens familiaux qui soient plus constructifs, et pas que la famille s'est engueulée là pendant l'entretien familial, et ils partent encore plus désespérés, encore plus fâchés qu'avant, on a raté notre coup, et donc les gens ne vont pas revenir. Et voilà. Une deuxième question, peut-être? Oui, alors tout en haut, je suis désolé. Je vais vous faire monter les escaliers. Merci pour votre intervention effectivement très claire. J'ai une question justement sur l'usage de ce modèle dans d'autres situations cliniques que la dépendance au toxique. En avez-vous une connaissance? Et si oui, pour quelle situation? Eh bien, donc, ce modèle a été adapté pour des jeunes qui sont placés. Mais bon, je ne connais pas très bien l'adaptation. Il va y avoir une adaptation pour les problèmes de jeux vidéo et autres. Enfin, c'est toujours un peu la question. Quand on n'a pas des bonnes dépendances, on rentre dans des mauvaises dépendances. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui représente bien les problèmes d'addiction, en fait. Mais donc, ce qu'on fait dans les initiations aussi, c'est l'idée que c'est un modèle très stratégique, mais dans lequel je trouve les thérapeutes peuvent mettre plein de ressources qu'eux ont sur comment s'y prendre. Si on a une formation cognitivo-comportementale ou plus analytique ou systémique, eh bien on va pouvoir utiliser
ces outils du moment que c'est pensé dans une stratégie. Et il y a un modèle qui s'appelle le modèle de Mosley. J'ai entendu Suzanne Cook, qui est à Paris, qui a présenté ce modèle, qui est aussi un modèle family-based, qui ressemble très fort à MDFT, avec des variantes par rapport évidemment au problème d'anorexie, où c'est soit des entretiens avec la famille, mais soit des entretiens toujours conjoints. Quand il y a beaucoup de critiques aussi, je pense, des entretiens uniquement le même thérapeute avec les parents et les enfants. Je pense que ça se prête bien quand il y a beaucoup de problèmes de comportement, quand les personnes ont du mal à se parler, des situations très lourdes et très difficiles. Je trouve que c'est vraiment un atout précieux. Maintenant, avec des familles où des problématiques sont plus légères, où les gens peuvent se parler, où il y a voilà, où il y a une demande un peu de thérapie familiale, je pense qu'on peut directement commencer à travailler avec toute la famille ensemble. Voilà, c'est bien d'être souple. Merci beaucoup, Patrick. Voilà. Merci beaucoup.